Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce colloque ayant pour thème « Sciences, politique et société, quelle place pour l'information scientifique dans les parlements ?» organisé par l'Assemblée nationale en partenariat avec le scientifique en chef. Donc, je me présente Catherine Vachon, chef du protocole, et j'agirai comme maître de cérémonie tout au long de cette journée. Permettez-moi, au nom des invités d'honneur, de procéder aux salutations d'usage. Madame la présidente de l'Assemblée nationale, Monsieur le scientifique en chef, Monsieur le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et député à la Chambre des communes du Canada, Monsieur le consul général de France à Québec, Madame la déléguée générale Wallonie-Bruxelles à Québec, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Monsieur le secrétaire général de l'Assemblée nationale, distingués invités. Donc, j'invite maintenant la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Nathalie Roy, à prendre la parole. Madame la présidente. Bonjour tout le monde. Alors, les salutations protocolaires sont faites. Merci, Madame la chef du protocole. J'allais passer par le côté et sauter. Alors, bien, écoutez, c'est un grand plaisir pour moi de vous adresser la parole aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture de ce colloque Sciences, politique et société. C'est un événement qui est le résultat d'un partenariat entre l'Assemblée nationale du Québec et le scientifique en chef. Et le succès de cet événement va reposer, bien entendu, sur votre participation. Je vous remercie donc pour votre présence et je suis plutôt contente de voir que vous avez à cœur une meilleure collaboration entre nos parlements et le milieu scientifique. Dans cette ère de désinformation et de cynisme envers la classe politique et la politique, tout simplement, renforcer nos liens semble crucial. Les dernières années nous ont bien démontré l'importance de la science et d'une information de qualité dans la prise de décisions politiques et l'élaboration de politiques publiques. En effet, ce n'est qu'en s'appuyant sur des sources fiables et crédibles que nous pourrons prendre les meilleures décisions pour les citoyens que nous représentons. C'est d'autant plus vrai dans le cas des enjeux climatiques qui constituent un défi contemporain de taille. C'est donc de ce constat qu'est née l'idée d'un colloque parlementaire qui réunirait les élus et le personnel parlementaire avec les chercheurs, les chercheuses de la communauté scientifique. Les liens que vous tisserez aujourd'hui et les échanges que vous aurez mèneront à un renforcement concret de vos compétences et de vos capacités en matière de communication, d'utilisation de données scientifiques et de gouvernance. Les connaissances et les outils que vous acquérerez à travers les divers ateliers et conférences serviront très certainement à alimenter le débat politique et les travaux de nos parlements. C'est en joignant nos forces, et je le crois sincèrement, que nous pourrons faire face aux grands enjeux de notre temps et lutter, entre autres, contre la désinformation. Je souhaite également aborder un autre enjeu qui nous tient à cœur dans la réalisation de ce colloque, à savoir l'importance de la science en français. Une analyse des demandes de subventions des 30 dernières années auprès d'organismes fédéraux qui financent la recherche au Canada et une étude réalisée par l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences, l'ACFAS, que vous connaissez très bien, révèle des chiffres alarmants. 95% du financement accordé à la science au cours des dernières années a été versé à des projets rédigés en anglais. De plus, le nombre de francophones qui rédigent des projets de recherche en français au Canada dégringole depuis 30 ans. Et je sais bien que cette situation n'est pas unique à nous. Je suis sûre que plusieurs collègues de la francophonie, et j'en vois certaines ici, sont aussi confrontés à cette problématique. Il est donc de notre responsabilité parlementaire de l'espace francophone d'assurer la présence du français dans les publications scientifiques. Maintenant, c'est aussi un grand plaisir pour moi de vous annoncer une primeur, un nouveau projet. Comme vous le savez certainement, la Bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec s'inspire des meilleures pratiques en matière de transmission de la connaissance aux responsables politiques. Alors, à cet effet,
Elle poursuit ses démarches pour accueillir un ou une scientifique en résidence avec les fonds de recherche du Québec. Ce projet en développement sera l'équivalent d'une bourse d'excellence pour un stage postdoctoral. Il sera bénéfique tant pour la relève scientifique que pour l'Assemblée nationale. Il s'agit là, encore une fois, de notre volonté de rapprocher les sphères scientifiques et politiques tout en soutenant notre administration parlementaire. Nous avons très, très hâte d'accueillir une ou un scientifique parmi nous et je remercie le scientifique en chef et son équipe ainsi que nos employés de la bibliothèque qui ont collaboré pour mettre en place ce projet novateur. Sur ce, je vous remercie encore une fois de votre participation. Je vous souhaite des échanges fructueux et de bons travaux. Amusez-vous et échangez. Merci à vous tous. Merci pour votre attention. Je vous remercie, Madame la Présidente. Donc, j'invite maintenant le scientifique en chef, M. Rémi Quirion, à vous adresser la parole. Monsieur Quirion. Merci, merci beaucoup. Merci à la présidente de l'Assemblée nationale. Merci à Francis Drouin aussi d'être présent avec nous ce matin, côté de l'APF. Quel endroit fabuleux, magique. J'espère que pour plusieurs d'entre vous, c'est la 2e, 3e, 4e, 5e fois que vous venez ici. Si c'est la première, prenez des photos pour garder tout ça dans votre cerveau, dans votre hippocampe. Je voudrais souligner aussi la présence ici ce matin de 2 collègues, directrices scientifiques des Fonds de recherche du Québec, Louise Poisson et Janice Bailey, qui ont travaillé aussi très fort à l'organisation de tout ce genre de réunions-là. Donc, on a le même objectif parlementaire et chercheurs, scientifiques. On veut une meilleure société, une société plus juste, une société plus égalitaire pour tous et toutes. Mais je dirais, sciences politiques et société, on a un peu un problème de langage. La présidente a parlé de sciences en français. Ici, je dirais, c'est le langage, peut-être je devrais dire le jargon, des scientifiques, et de l'autre côté, le langage des élus, des parlementaires. Donc, il faut apprendre le langage de l'autre. Et je dis souvent, français, anglais, bon, il y a certains défis. Chercheurs, hauts fonctionnaires, élus, les différences sont encore plus grandes. Donc, c'est pour ça, c'est une des raisons, ça ne sera pas une solution magique, là, mais une des raisons pour lesquelles on crée un poste de scientifique en résidence à la bibliothèque ici à Québec. J'espère que c'est un début et qu'il va en avoir d'autres. On sait déjà qu'il va en avoir d'autres dans d'autres ministères du gouvernement du Québec et on espère qu'il va y avoir énormément d'engouement pour le programme et qu'on va être submergé de demandes de la part des jeunes doctorants, des jeunes doctorantes. Un autre point très, très, très important, et j'ai eu la chance de rencontrer la présidente de l'Assemblée nationale hier, tout ce qui touche tout ce qui touche nos démocraties. Et les défis nouveaux des démocraties, avec tout ce qui concerne les communications modernes, réseaux sociaux et autres, où il y a beaucoup de désinformation, d'infiltration, je dirais de mauvais esprit, entre guillemets. Donc, il faut essayer de comprendre, de mieux comprendre ces phénomènes-là. Oui, au Québec, oui, au Canada, mais partout dans le monde. Et là, on a besoin de vous, les collègues européens, on a besoin de vous, les collègues du continent africain. Il faut travailler ensemble, parce que c'est un défi auquel nous faisons tous face.
D'autres activités que l'on a avec le gouvernement du Québec depuis quelques années, des petits déjeuners à l'Assemblée nationale. Certains élus ont participé à tout ça. On veut reprendre. C'est sûr qu'avec la pandémie, vous avez ralenti ce genre d'activité-là, mais on veut vraiment reprendre. Et on veut éventuellement organiser d'autres événements du type qu'on a ici aujourd'hui avec la présidente de l'Assemblée nationale, d'autres événements pour discuter de grands défis, comme par exemple nos démocraties, la désinformation, les fausses nouvelles, la littératie scientifique et la littératie numérique. Pour ce qui est de sciences en français, c'est pas la science en français contre la science en anglais. C'est plutôt une question d'équité avec des argents publics, de redonner à nos concitoyens et concitoyennes, de redonner à nos élus notre science en français, de l'expliquer davantage de cette façon-là. Très important aussi de ne pas travailler en vase clos, et c'est pour ça que la présence ici de l'APF est si importante. De vraiment, oui, le Québec, mais le Québec à l'intérieur du monde francophone, et l'APF est un outil important de ce côté-là. Au cours de la journée, vous allez entendre parler beaucoup là, de changement climatique, d'adaptation au changement climatique, de mitigation. Il y a déjà eu un premier événement avec la présidente de l'Assemblée nationale pour discuter avec les élus de tous les partis sur l'impact des changements climatiques dans nos sociétés. C'est un début, mais il faut faire davantage. Il y a aussi des collègues dans la salle qui ont des expertises en médecine, qui ont des expertises en philosophie, qui ont des expertises en sciences sociales. Donc, n'hésitez pas à créer des liens au cours de la journée avec ces collègues qui viennent de différentes universités et organisations ici au Québec et à l'étranger. En terminant, très, très grand merci aux personnes qui ont vraiment travaillé très fort pour organiser la journée d'aujourd'hui. Dans mon bureau, Julie Derouimer, qui est juste à l'avant, la remercie beaucoup pour le travail. Et ici, au niveau du gouvernement du Québec, de l'Assemblée nationale, Gabrielle, elle est où Gabrielle? Ah, en arrière, elle est cachée. Gabrielle Angers-Gosselin, qu'on revoit très souvent, on est toujours très, très bienvenue, donc merci. Adjer, qui est là-bas. Adjer Rémili et Iman Marzouk. Ah, oui. Bonjour. Et aussi, au niveau du service de recherche de la bibliothèque, Julie Racine Saint-Jacques. Est-ce qu'il est là? Jules, excusez-moi. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il est là, Jules? Je l'ai vu hier soir, donc il existe pour vrai, là, je l'ai vu hier soir. Et Xavier? Ils sont encore à la bibliothèque, parfait. Mais ça aussi, le service de recherche de la bibliothèque, c'est un joyau, probablement trop mal connu, certainement des chercheurs en milieu académique, mais aussi, je dirais, peut-être de certains élus. Donc, de travailler davantage pour nous, au Fonds de recherche du Québec, avec le service de la bibliothèque ici, avec les élus de tous les partis, avec la présidence de l'Assemblée nationale. On espère que ça va nous amener beaucoup plus loin. Donc, encore une fois, comme disait la présidente, on espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir et un peu de travail au cours de la journée, que ça va donner des résultats très concrets. Merci, bonne journée. Merci beaucoup, M. Quirion. Donc, nous poursuivons notre colloque avec la conférence d'ouverture ayant comme thème « Agir pour le climat, ce que vous devez savoir ». Donc, je prie donc M. Raed Hamoud, M. Yuba Sokona, M. Jean Lemire, M. Alain Webster et Mme Laure Varidel à vous avancer à l'avant et prendre place sur scène.
Donc, pour diriger ces échanges, je cède donc la parole à l'animateur, chroniqueur et réalisateur de longs métrages et séries documentaires, M. Raed Hamoud. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bienvenue à tous. À mon tour de vous dire bienvenue ici. Puis, merci pour la présentation. Je la garderai en tête. Si on est réunis aujourd'hui ici, c'est parce qu'on le sait, l'avenir est incertain à bien des égards, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que les élus, les décideurs ont et auront un rôle prépondérant à jouer dans la lutte au changement climatique, dans l'adaptation, dans la transition. Je vous le dis tout de suite, on est avec des invités passionnés. On était derrière et j'avais du mal à contenir leur enthousiasme. Ils sont engagés. Merci beaucoup de votre présence. La discussion va se faire en 2 temps, une période d'échange entre nous, puis surtout une période de questions et réponses avec vous. Et je vous le dis tout de suite, il peut y avoir des mauvaises réponses, il n'y a pas de mauvaises questions. Et je ne dis pas ça pour me dédouaner de mon travail ou pour mettre la pression aux invités qui sont là, c'est pour vous encourager à participer parce que, dans le fond, on est là pour vous, agir pour le climat, comment on peut le faire. N'hésitez vraiment pas à nous poser vos questions suite à cet échange-là. Avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais faire un petit retour en arrière parce que le 20 mars dernier, il y a le 6e rapport du GIEC qui a été publié. En fait, on n'apprend pas grand-chose qu'on ne savait pas déjà, mais ça nous rappelle une nouvelle fois l'urgence d'agir. Monsieur Youba Sokona, vous en êtes le vice-président et cela fait près de 40 ans que vous travaillez dans le domaine de l'énergie, du développement durable, notamment en Afrique. Dans cet état des lieux, on estime que d'ici à 2030, il y aura une augmentation de 1,5 degrés Celsius des températures. Moi, j'ai étudié en sciences politiques, on m'a toujours dit un problème, c'est aussi une fenêtre d'opportunité. Est-ce que cette nouvelle-là, ce nouveau rapport-là, pour vous, c'est déprimant à souhait ou est-ce que vous vous dites non, il y a quelque chose à faire de ce rapport-là et puis ça peut mener à une action concrète? Merci et bonjour à tout le monde. C'est une opportunité et un plaisir de me retrouver ici à Québec, que j'ai connu vers les années 1988 lors de la mise en place de l'Institut du développement durable de la francophonie. J'ai été fortement associé et j'étais pratiquement là, pratiquement une fois par mois. Et c'est un plaisir de me retrouver ici. C'est une question importante, mais avant peut-être de donner quelques éléments de réponse à la question que vous posez, j'aimerais, si vous le permettez, poser une question à l'audience. Allez-y. Nous avons conclu 7 années de travail, c'est-à-dire le cycle du GIEC, c'est 7 années de travail, de 2015 à maintenant. Nous avons produit 6 rapports, les 3 volumes classiques, la base scientifique du climat, adaptation, vulnérabilité et impact, et atténuation. Au-delà de cela, nous avons produit 3 rapports spéciaux. Un rapport sur 1.5, un rapport sur les terres et climat, c'est-à-dire désertification, dégradation des terres et autres, et un rapport sur océan et cryosphère, qui fait environ 10 000 pages de documents qu'on a condensés en 30 pages pour décideurs politiques. J'aimerais savoir si dans cette salle, qui a lu le rapport pour décideurs politiques? Levez la main. Ok, ça fait quelques personnes. Ben, c'est là le problème. C'est là le problème. C'est-à-dire, il y a quand même ce rapport, qu'est-ce qu'il nous dit clairement? C'est-à-dire, je ne vais pas revenir sur ce qui a été, c'est-à-dire, la science est assez claire là-dessus. C'est que la Terre se réchauffe et se réchauffe très vite. Et ce réchauffement est lié à nos activités, à nous les humains, nous en sommes les causes. Nous en sommes responsables de cela. Et les impacts sont assez larges, sont généralisés. Nous ne sommes qu'à 1,1 degré. C'est-à-dire, nous ne sommes qu'à 1,1 degré. Tout ce que l'on voit comme problème, tout ce qu'on voit comme difficulté, comme bouleversement, uniquement à 1,1 degré. C'est-à-dire, si on ne fait rien, d'ici 2030, c'est-à-dire d'ici demain, on sera à 1,5. Et imaginez les conséquences que ça peut avoir. Le rapport dit clairement également, ce rapport a beaucoup mis l'accent sur ce que l'on peut faire, ce que l'on doit faire. Il y a énormément de possibilités et de solutions à portée de main. On a la possibilité d'agir. Et si on n'agit pas, c'est-à-dire ce que vous dites, 1,5 degré, on va l'atteindre le plus rapidement possible. Mais il nous faut fondamentalement une transformation en profondeur de la société. Il ne s'agit pas du tout
de faux fuyants. Une transformation en profondeur de la société, ceci nécessite 4 transitions majeures, à commencer par la transition du secteur énergétique. C'est-à-dire qu'il nous faut décarboner l'énergie, parce que sans énergie, on ne peut rien faire dans la vie. L'énergie est la base de tout. Et l'énergie est la base également des problèmes de climat, et c'est à travers l'énergie également qu'on peut trouver des éléments de réponse. Et on a, à portée de main, pas mal de solutions sur le plan énergétique. Il nous faut une transition également des terres et de notre système agricole. On a la possibilité également de le faire. C'est-à-dire, j'ai vécu pendant 7 ans à Genève. Durant les 7 années, j'ai l'impression qu'on ne change pas du tout de période dans l'année, parce que tout ce qu'on trouve comme légumes et comme fruits, toute l'année, on trouve tout. Ceci n'est pas acceptable. C'est-à-dire, c'est des légumes et des fruits qui viennent un peu partout, qui font des centaines de milliers de kilomètres pour arriver à Genève. Donc, on a besoin d'une transition de ce secteur. On a besoin également de transition de nos systèmes urbains, la manière dont on conçoit les villes. C'est-à-dire, les villes sont conçues pas pour les populations, pas pour les personnes, pas pour les piétons, pour les voitures et tout ce qui s'ensuit. Il nous faut repenser totalement la manière dont on conçoit les villes et les infrastructures. Et enfin, le système industriel. Il nous faut fondamentalement une transition de l'ensemble de ceci. Ceci, il faut qu'on le fasse tout de suite et maintenant. Pas du tout attendre demain. Voilà quelques éléments nouveaux qui sont là-dessus. Et dans chacun des éléments et dans chacune de ces pistes-là, le rapport donne ce qu'il est possible de le faire. Et la faisabilité, aussi bien en intégrant la problématique de adaptation, atténuation, en symbiose avec ce que l'on appelle un développement, une trajectoire de durabilité, un mode de développement beaucoup plus durable. Merci M. Sekona pour cette mise en situation. La grande question, c'est après comment on le fait, et on aura l'occasion d'en discuter. Jean Lemire, vous êtes biologiste de formation, émissaire au changement climatique pour le gouvernement du Québec depuis 2017. Vous avez mené de nombreuses missions scientifiques, notamment pour documenter l'état de la biodiversité. Des fois, je me dis, à quoi ça nous sert un nouveau rapport, une nouvelle feuille de route, si fondamentalement, comme vient de le dire M. Sekona, rien ne change, rien ne se transforme? Et est-ce qu'il n'y a pas une forme de... je suis un peu désespéré parce que je ne vois pas l'aboutissement de toutes ces discussions-là. D'abord, bonjour tout le monde. Un grand privilège d'être là. C'est certain qu'être optimiste, quand on lit tous ces rapports, c'est un tour de force. Mais on n'a pas le droit d'abandonner. On doit continuer à répéter le message. On est peut-être dans une des périodes les plus importantes, je dirais. Et donc, plus que jamais, il faut faire les liens avec vraiment tous les niveaux de gouvernement, tous les niveaux de la société. Il faut que ça devienne vraiment un projet de société. Je sais qu'on répète beaucoup, mais là, on est vraiment dans une situation où on visait le 1,5 degré. On n'est pas sur une trajectoire où on va réussir à... Donc, il ne faut pas se décourager, il faut plutôt se dire, allons-y, mettons tous les efforts. Moi, j'ai eu le privilège de voyager beaucoup et de voir les conséquences directes un petit peu partout sur la planète. Et peut-être une des bonnes nouvelles que je vois, c'est qu'on est en train, tranquillement, d'enlever les silos. Avant, on était seulement changement climatique. Ensuite, il y avait la biodiversité, l'agriculture. On se rend compte que, comme vous l'avez mentionné, on est dans une solution qui doit être vraiment à tous les niveaux. La nature s'offre en solution partielle à la crise des changements climatiques. Il n'y aura pas de victoire si on ne transforme pas notre agriculture. Et si on était capable de se rappeler que tout ça, c'est relié à la santé publique, on ferait peut-être des gains énormes. Parce que s'il y a une préoccupation qui touche tout le monde, c'est bien sa santé. Et donc, plus on va être capable de mettre l'environnement en lien avec la santé, je pense qu'on va faire des gains. Mais le temps presse. Je sais, on se répète, mais vous avez, les parlementaires ici, les gens, vous avez un pouvoir extraordinaire. Moi, j'étais plutôt un biologiste qui a fait de la communication. J'ai abandonné ça pour me rapprocher de vous, quelque part, pour avoir un pied dans
dans la politique pour être capable d'amener une influence dans les décisions. Votre rôle, il est extrêmement important. Donc, je sais qu'on se répète, mais à vous de jouer ce rôle-là et comptez sur la science pour vous guider dans les décisions. Merci Jean Lemire. C'est vrai que des fois, on peut se dire c'est déprimant, mais Alain Webster, vous êtes président du comité consultatif sur les changements climatiques, professeur au département d'économie de l'Université Sherbrooke. On en parlait un peu derrière. Comment on aborde ce sujet-là aujourd'hui? Est-ce qu'il faut être pessimiste, rappeler des choses qu'on sait déjà? J'ai senti pas mal d'optimisme chez vous et ça m'a rappelé que moi, quand j'étais jeune, j'entendais beaucoup parler du trou dans la couche d'ozone. Aujourd'hui, on n'en parle plus du tout. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour le résorber. Ça prouve qu'il y a quelque chose qui est possible, qu'on peut agir si on le veut. Bon, d'abord, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Et je constate que j'ai le bonheur d'être l'optimiste du groupe, là. C'est comme ça que vous me présentez. Alors, je vais tenter de relever ce défi avec joie et enthousiasme, en précisant qu'il y a une nuance fondamentale entre l'optimisme et la naïveté, là. Je suis surtout pas en train de dire qu'on est dans la bonne voie, la bonne direction, que tout va bien et que tout va se régler simplement. Mais, petit retour en arrière quand même. Vous avez parlé tantôt des 6 cycles du GIEC avec leur rapport fondamental. On a commencé à travailler là-dessus en 88, création du GIEC avec l'Organisation météorologique mondiale. On a signé la Convention cadre en 92. Ça fait 30 ans. Bon, il me semble que pour moi, c'était presque hier, là. Mais on a fait des progrès extraordinaires dans la compréhension, dans la mise en intégration de ces enjeux. Retournons en arrière, vous parlez de la couche d'ozone. Lorsqu'on a signé cette convention cadre, après notamment les travaux à Toronto, on avait encore un débat important sur est-ce que c'est vraiment associé à l'activité humaine, quel est le rôle. Puis là, il y avait un débat GIEC, est-ce qu'on dit que c'est à quel niveau on parle de certitude? Cette question s'est réglée. À moins d'être vraiment dans une vision préhistorique de ces enjeux et de faire un déni complet de la science, on est totalement conscient maintenant que cette situation climatique qui va s'empirer inévitablement est le résultant de l'activité humaine. Et ça nous amène à la question essentielle. On veut quel type d'avenir? Comment on transforme ces politiques pour se dire on va avoir quoi comme impact sur cet écosystème, à la fois au niveau de la biosphère, mais aussi, bien sûr, au niveau de nos propres sociétés, quel va être l'impact sur les humains, ici comme partout ailleurs. Et ça reste essentiel parce que c'est pour ça que c'est un privilège d'être avec vous ce matin. Vous êtes au cœur, c'est un peu ce que mon collègue vient de vous redire, mais qu'il faut répéter encore, vous êtes au cœur de cette décision. Souvent, on entend, oui, mais c'est la prise de décision individuelle, c'est les choix. Mais c'est d'abord des cadres institutionnels, des politiques publiques, des grandes orientations qui vont permettre de définir quels vont être ces choix individuels. Et vous avez donc, comme parlementaire, cette responsabilité exceptionnelle. J'ai eu le privilège d'être ici il y a un mois avec mon collègue Rémi et Alain Bourque-Douranos pour discuter avec l'ensemble de ces parlementaires québécois de la mise en œuvre de ces enjeux climatiques. On va refaire ça encore dans un mois ou deux à l'automne, donc plus dans 3 ou 4, me direz-vous. Et dans ce type de scénario, c'est le même message qu'on refait constamment tout le temps. Vous avez une responsabilité comme parlementaire qu'aucun autre parlementaire n'a eu dans un horizon historique relativement long. On est au tournant de nos sociétés présentement. Et le choix, c'est est-ce qu'on est capable de réussir par une prise de décision collective à maintenir cette température, disons, entre 1,5 et 2, là, c'est ça le principe de l'accord de Paris, largement en bas de 2 et de préférence 1,5. Est-ce qu'on réussit à faire ça en modifiant, et vous l'avez bien mentionné tantôt, à la fois nos enjeux industriels, nos stratégies en matière urbaine, nos approches en matière agricole, nos approches industrielles, par un ensemble de politiques publiques qui vont amener ces orientations et par un ensemble de choix individuels qui vont être conformes à ça? Est-ce qu'on va réussir à faire ça dans chacun de nos États et collectivement sur la planète? Ou est-ce que cette humanité va échouer dans cette transition climatique et la température va faire 3, 4,
5 degrés à l'échelle mondiale. On va revenir à ces scénarios catastrophes qu'on présentait au départ, et ça sera la réalité de ce futur. Qu'est-ce qu'on nous dit au GIEC? Et qu'est-ce que moi j'aime le mieux de ce message? C'est comme parlementaire, qu'importe la vision que vous avez de l'avenir, qu'importe ce que vous avez comme raison d'être, de faire de la politique ou de l'administration publique, que vous soyez motivé par de la croissance économique, du développement agricole, de l'éducation, de la santé, qu'importe ce qui vous a motivé à travailler sur ces enjeux de politique publique ou de le faire sur une base personnelle comme parlementaire, si on échoue dans la question climatique, nous allons reculer dans l'ensemble de ces objectifs de développement durable. Et c'est pour ça qu'on n'a absolument pas le droit d'échouer. Il faut tout faire pour tenter d'y arriver. Est-ce qu'à la fin, on sera à 1,5? Le message scientifique, c'est que c'est de plus en plus difficile, pour ne pas dire improbable. Est-ce qu'on sera à 1,8? Est-ce qu'on sera à 1,9? Est-ce qu'on sera à 2? Un autre message fondamental, et vous le dites bien depuis le rapport de 2018 sur le 1,5 ou le 2, chaque dixième de degré compte. Donc, il faut que dans chacun de nos États, et de le faire collectivement à cause de ces enjeux de responsabilité, nous développons un ensemble de politiques publiques pour tenter de limiter l'ensemble de ce dégât climatique, pour bien sûr préserver cet équilibre environnemental, mais aussi pour préserver cette capacité de vivre de façon adéquate, de façon équitable sur la planète. C'est nos enjeux essentiels. Mais les dixièmes de degré comptent, les termes aussi. Pour moi, optimiste, c'est une qualité, pas un défaut. Je vais vous le dire. Oui, je suis bien d'accord. Non, mais c'est des fois difficile à vivre. Mais je comprends, il y a une différence entre naïveté et optimisme. Mais effectivement, comment on aborde cette question, c'est aussi une question essentielle du débat. Laure Varidel, vous êtes éco-sociologue, professeure en sociologie de l'environnement. Vous êtes la cofondatrice d'Équiterre. Vous êtes impliquée très jeune dans la cause écologique. C'est un engagement qui se poursuit encore aujourd'hui. On est dans la peur, mais pas dans l'action. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde sait, mais on a l'impression qu'on est paralysé. Donc on fonce vers le mur, mais rien ne change vraiment. Comment vous expliquez cette paralysie? Parce qu'on n'arrête pas de dire les parlementaires ont un rôle à jouer. Effectivement, on s'attaque à quoi d'abord? Comment on commence? Et pourquoi on ne bouge pas encore? Enfin, on bouge un peu, mais peut-être trop lentement sur beaucoup de points. Bon, d'abord, bonjour tout le monde. Je suis vraiment ravie d'être des vôtres, moi aussi, parce que je pense que vous avez un immense rôle à jouer pour qu'on s'engage beaucoup plus sérieusement dans une vraie transition, c'est-à-dire une transition qui n'est pas seulement technologique, mais une transition qui nous permet vraiment de s'attaquer au fondement même de notre manière de prendre des décisions. Parce que je pense que si on veut engager des vrais changements, si on veut vraiment être dans l'action, il faut que cette prise de conscience collective qu'on a, que tu as nommé Alain et qui est de plus en plus présente dans tous les partis politiques qui sont élus présentement à l'Assemblée nationale, au Québec et de plus en plus un peu partout sur la planète, qu'on passe de la parole aux actes. Et je pense qu'il est là le défi parce que ça implique des changements de société beaucoup plus profonds et fondamentalement un véritable changement de paradigme. Parce qu'on est dans une société, dans un modèle politique et économique qui ne tient pas compte des limites des écosystèmes, qui n'a pas fait de l'équité et de la justice sociale un principe fondamental. Pourquoi? Parce que les principales règles économiques font en sorte qu'on externalise les coûts environnementaux et sociaux. On ne tient pas compte de ce que ça va nous coûter plus tard. On est dans un système du très court terme. Donc, ces changements-là vont nécessairement impliquer une résistance parce qu'ils semblent immenses. Donc, pour beaucoup de gens, ce qui est le plus facile, c'est finalement de se fermer un peu les yeux, des fois de se boucher les oreilles, puis d'être dans des préoccupations qui sont plus à court terme. Puis on sait qu'elles sont immenses. Puis plus on attend, plus un ensemble de conséquences liées au changement climatique vont amener des déstabilisations immédiates qui vont nous détourner encore plus des objectifs qui sont plus à long terme, la crise climatique. Je pense à des instabilités politiques. Par exemple, on regarde ce qui se passe dans la Corne de l'Afrique en ce moment. On sait que les sécheresses ont grandement contribué aux tensions politiques et maintenant une vague d'immigration aussi partout à travers la planète qui fait augmenter la tension politique dans certains pays et un repli sur soi encore plus. Donc, moi, je pense qu'on a intérêt, de un, à être lucide quant aux constats scientifiques, donc cesser de se fermer les yeux et de se boucher les oreilles. Mais ça, je sens ça avance de ce côté-là. Et ensuite de ça,
oser un changement de paradigme, oser qu'à partir de maintenant, toutes les décisions passent le crible de leur impact sur l'environnement, sur le climat, sur la biodiversité, sur l'équité intergénérationnelle, qui est ma grande préoccupation en ce moment parce que je suis très engagée dans le mouvement Mères au front, notamment à cause de ça, parce qu'on regarde les études et on voit la courbe des conséquences de notre inaction climatique et environnementale en ce moment, et on voit très, très clairement que ce sont nos enfants et petits-enfants qui vont écoper le plus lourdement de notre inaction actuelle. Et on a une responsabilité. 2050, là, c'est demain matin. Moi, j'ai une petite fille par alliance qui a 2 ans maintenant, mais en 2050, elle aura 28 ans. C'est tout jeune. Donc, je pense qu'on doit penser à ces jeunes personnes qui n'ont pas encore le droit de vote dans notre prise de décision et que ça peut être un moteur de changement, en fait, de recadrer l'urgence climatique autour de ce qu'on aime, de ce qui compte pour nous, de ce qui nous préoccupe, au-delà d'impératifs économiques à court terme, et de voir qu'effectivement, moindrement qu'on regarde un tout petit peu plus à long terme, on constate que c'est dans notre intérêt, pour des raisons de santé, pour des raisons de bien-être et même pour des raisons économiques, de tenir compte des coûts environnementaux et sociaux et de recadrer nos décisions en regardant plus à long terme. Et on le sait, d'ailleurs, les études économiques sont très claires, même juste en termes d'adaptation au changement climatique. On sait que chaque dollar investi aujourd'hui vont permettre des économies de 13 à 15 dollars dans les prochaines années. Il n'y a pas d'investissement économique aussi payant que ça, hein, ou en tout cas très peu à mon avis. Donc, il faut oser regarder plus à long terme, et c'est sûr que c'est un défi parce que notre société n'est pas organisée autour de ça. On est sur le plaisir, la facilité immédiate, et oui, tout changement demande un certain effort. Mm-hmm. C'est la politique du renoncement. Je vais commencer déjà à faire ce type d'approche plus de discussion. Tu as parlé des générations futures et de ces choix. Il y a quelque chose de fondamental dans la question climatique qui distingue ce dossier de tous les autres que vous travaillez comme parlementaire. Parce que vouloir penser aux générations futures, je vais faire ça simple, créer plus de richesses comme legs, c'est ce que vous faites tous en travaillant sur vos dossiers économiques, d'éducation, d'agriculture. On a toujours cette vision, cette approche. La nuance essentielle dans le volet climatique, et tu l'as bien mentionné tantôt, c'est qu'on est confronté de façon plus spécifique que jamais sur ces limites planétaires. Nous sommes en train de modifier de façon permanente le fonctionnement de cet écosystème avec un caractère irréversible. Le niveau de la mer va augmenter inévitablement pendant des siècles. Et ça, on n'a jamais été confronté à ce type de réalité comme décideur, sur une base individuelle ou sur une base collective comme vous. Vous êtes confronté maintenant à définir ces choix sociétaux, sachant que ça va définir la prochaine façon de vivre sur la planète pour non seulement les prochaines décennies, mais les prochains siècles. Et ça, il n'y a pas d'enjeu aussi essentiel. C'est pour ça, on parlait tantôt de français dans la science, c'est fondamental, mais je vais me permettre de citer un président anglophone, pour ne pas dire américain. Et c'est pour ça qu'on parle de menaces existentielles sur le volet climat, parce qu'on atteint ces limites planétaires, et c'est pour ça qu'on a l'obligation d'intégrer cette prise en compte climatique dans tous les dossiers qu'on traite, en s'appuyant, bien sûr, sur ce que la science nous dit. La bonne nouvelle, c'est que c'est faisable. C'est vrai que tu es optimiste, hein? Il faut, parce que moi, j'ai pas d'enfants comme là, je suis beaucoup plus vieux, mais j'ai 3 petites cocottes là, qui vont vivre dans les 60. Vous avez fait un rapport extraordinaire, une figure passionnante dans le GIEC. Moi, je fais partie de ceux qui sont nés il y a 61 ans, dans mon cas spécifique. Je suis à peu près à la fin, on m'illustre avec une petite canne dans ce rapport du GIEC avec près de 70 ans. Mais j'aurais vu cette transformation climatique. Nos petits-enfants, ceux qui sont nés aujourd'hui, pour ceux qui ont des enfants en bas âge, ne connaîtront jamais le climat que moi j'ai connu. Pour faire imager au Québec, ils ne pourront pas se demander, comme je me le demandais constamment lors de mon anniversaire en décembre, est-ce que la patinoire que je faisais dans ma cour pour jouer avec mes amis sera-t-elle prête pour ma fête? Ça n'existera plus.
On a modifié de façon permanente les codes de l'écosystème. Et là, on est conscient des impacts économiques et sociaux de ça. La question, c'est est-ce qu'on peut? Bien, ce que vous nous dites au GIEC, c'est oui, on peut minimiser ces conséquences et possiblement réussir à maintenir une stabilité du climat à 1,5 ou 2. Au sujet du climat qui change, vous disiez à peu près la même chose. Vous êtes originaire du Mali, vous disiez, nous aussi, la façon juste de se refroidir a complètement changé à travers quelques décennies. Moi, j'ai fait mon lycée à Tombouctou dans les années 65, il y avait de la gelée blanche. Tous ceux qui sont à Tombouctou à l'heure actuelle, vous leur demandez, qui ont 40 ans, ils ne savent pas ce que c'est que la gelée blanche. Ça bouge vite. Jean Lemire, est-ce que vous êtes, je ne vais pas dire optimiste parce que je vais me faire insulter, mais comment vous rebondissez, réagissez au talent? Moi, j'ai eu le privilège d'être en Arctique dans une période où on devait se battre contre les glaces vraiment pour avancer. Pour vous donner une image, en 2002, on a fait le passage du Nord-Ouest en voilier et nous étions le 7e bateau de l'histoire à le réussir en une saison, parce que c'était toujours bloqué par les glaces. On est retourné au même endroit, à la même date, 13 ans plus tard, et il n'y avait plus aucune glace. Zéro. Et surtout, il y avait une 50aine de bateaux qui attendaient pour faire le passage du Nord-Ouest. Donc, ce que moi j'ai vu dans l'Arctique, ça n'existe plus. Donc, on est vraiment dans une situation où souvent on travaille pour des enjeux très locaux, en se disant l'Arctique ou l'Antarctique où j'ai hiverné, c'est très loin. Mais c'est au cœur d'une machine climatique mondiale qui influence évidemment là où on vit. Mais vous le savez parce que vous l'avez vu de vos yeux. Moi, j'ai toujours un immense malaise avec les titres qui disent « D'ici la fin du siècle, l'ours polaire aura disparu ». Je veux dire, c'est trop loin de moi, c'est trop imperceptible pour que j'ai même conscience de ce que je suis en train de lire. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème dans la façon dont on communique? Et depuis tout à l'heure, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que, voilà, on fonce vers le mur, mais à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Comment on interpelle? Et comment on applique des politiques du non, des politiques du renoncement? Parce qu'il va falloir changer nos modes de vie. Mais deux points là-dessus, je tiens à le dire, parce qu'on a tendance à faire une fuite par en avant. Quand on s'engage pour la carboneutralité 2050, j'ai rien contre, évidemment, je suis pour, mais c'est loin, 2050. Et donc, on repousse toujours en avant. Alors que ce que le GIEC nous dit, c'est qu'il faut agir maintenant. Maintenant. Et donc, cette façon qu'on a de toujours repousser, de toujours penser que c'est plus loin, ça nous touche moins. Écoutez, on est à 1,1, vous voyez tous les dégâts localement que ça cause. Essayez d'imaginer le 1,5 où, en ce moment, il faut le dire aussi, on est sur une trajectoire qui est bien supérieure à 2 degrés. Là. Pas même de 4 degrés pour certains pays. Oui, il y a quand même un changement fondamental dans l'approche du GIEC. C'est si vous prenez le dernier rapport, le rapport récent, par rapport au rapport précédent, le 5e, on aborde les questions, le court terme, le moyen terme et le long terme. C'est-à-dire le court terme, c'est-à-dire ce n'est plus à l'horizon 2100, c'est aujourd'hui, demain, après-demain, ce que l'on doit faire, comme on doit faire. Ça paraît quand même assez important. On ne repousse pas du tout à l'horizon 2100. Vous demandez à un Africain dans 10 ans, lui c'est l'éternité. Ce qui l'intéresse aujourd'hui, c'est aujourd'hui et après-demain. Mais on a quand même pris conscience de cela et on a modifié également la manière dont on communique l'information scientifique. Alors, M. Sokona, ce serait quoi, sur le très court terme, la priorité absolue aujourd'hui? La priorité absolue, ça dépend du contexte. Il faut contextualiser chacun des aspects. Je dis très souvent dans le contexte africain, les Africains n'ont pas un narratif propre africain sur les questions du climat. De mon point de vue, le narratif propre africain, ça doit être le développement. C'est-à-dire partir des programmes de développement, des plans de développement, et regarder ces plans de développement si ça peut se trouver sur une trajectoire de durabilité et compatible avec la contrainte climatique. Mais il y a un mimétisme institutionnel, il y a un mimétisme d'approche qui amène l'ensemble de ces pays à regarder, est-ce que j'ai fait un projet d'adaptation, j'ai fait un projet d'atténuation? Il n'y a rien à atténuer. Il y a tout simplement à concevoir le développement autrement, qui est totalement différent du cas du Québec. C'est-à-dire, vous avez ici les infrastructures d'énergie qui sont en place, les infrastructures urbaines sont en place, tout le système est en place. Il s'agit maintenant de voir
quel type de transformation est-il possible d'impulser afin de se rapprocher d'une trajectoire de durabilité alors que le contexte africain est totalement différent. Bien sûr. Mais prenons un exemple qui concerne par exemple le Mali ou le Niger ou la bande sahélienne, il y a beaucoup de soleil. Comment on applique l'énergie solaire pour la majorité des gens? C'est une solution possible par exemple. Le problème de ces pays, c'est qu'ils sont dans la phase de construction de leur système. Le système énergétique n'est pas en place. C'est différent du système ici. Le système énergétique, ils ont les options, les possibilités que ces pays ont. Aucun de ces pays, aucun des continents à travers le monde n'a ces possibilités. On a une possibilité immense, c'est-à-dire de s'affranchir des types centralisés d'électrification. Le solaire nous donne la possibilité, c'est-à-dire de produire un système pour charger de 3 watts pour charger une torche à plus de 100 mégawatts pour alimenter une ville. Donc on a toutes les options possibles, mais la difficulté, c'est d'abord, il faut une volonté politique, et l'autre difficulté, c'est de mobiliser les financements pour cela. Ce n'est pas parce qu'il n'existe pas d'argent. Il y a beaucoup d'argent. Il existe de l'argent. C'est comment faire en sorte qu'on puisse diriger, canaliser les financements existants pour lutter contre le climat. Et pour le bonheur de tout le monde, de toute l'humanité. Il ne s'agit pas du tout pour le bonheur des Maliens ou des Nigériens ou des Gabonais. C'est de toute l'humanité parce qu'on a une seule planète, on a un seul climat. Qu'on lutte contre ici chez les Inuits ou chez les Papous, c'est exactement la même chose. C'est le même combat. Laure Varidel, vous voulez réagir? Moi, j'allais dire que je suis tout à fait d'accord, évidemment, dans tout ce que vous dites, mais je pense que dans le contexte des sociétés riches, qui sont celles qui ont la plus grande empreinte écologique, la sortie des énergies fossiles doit être la priorité. Et déjà, de cesser d'investir dans des infrastructures qui contribuent à leur développement, je veux dire, c'est un non-sens total à notre époque de continuer dans cette époque-là. Puis ensuite, il faut oser réfléchir à une société plus sobre d'un point de vue énergétique et matériel. Ça aussi, ça va sans dire. Donc, encore là, on en vient à un changement de paradigme, puis peut-être à une réflexion aussi même sur ce qui contribue le plus à notre bien-être et ce qui contribue le plus à notre bonheur. Puis là encore, on a intérêt à regarder les sciences, et plus les sciences humaines, et ce qu'on voit, c'est qu'à partir d'un certain seuil où les besoins de base ont été comblés, ce qui contribue le plus au bonheur, là, c'est pas d'avoir 10 000 $ de plus dans son compte en banque ou de pouvoir faire un voyage ou 2 de plus par année. Ce qui contribue le plus au bonheur, c'est la qualité des liens sociaux. C'est d'avoir un emploi, une occupation qui a un sens. C'est même d'avoir des comportements altruistes. On a vu que ça contribue au bonheur. Et c'est dans ce sens-là que les gens, souvent, qui ont plus de sous, qui peuvent plus donner, ont un indice de bonheur aussi qui est intéressant. Donc, je pense qu'il faut oser se re-questionner et en faisant aussi appel aux sciences sociales, parce qu'encore là, c'est pas que technologique. Et si on veut passer par-dessus cette barrière au changement, on doit oser aller vers ça. Puis, je veux juste revenir aussi sur l'importance d'écouter la science, puis à quel point certains scientifiques sont désespérés quand ils regardent comment les décisions sont prises en ce moment. Maintenant, il y a un réseau de plus de 1000 scientifiques, dont certains ont des postes à la NASA, ont été membres du GIEC et tout ça, qui se sont mis à faire de la désobéissance civile parce qu'ils sentent qu'ils ne sont pas écoutés en passant par les canaux habituels, et ils voient les données scientifiques et ils voient ce qui est en train d'arriver et ils se disent, mais il faut tout faire maintenant, on a une responsabilité avec les connaissances qu'on a pour agir. C'est quand même assez paradoxal que certains en soient rendus là. Mais même cette semaine en Europe, on a vu des milliers de personnes manifester un peu partout justement pour revendiquer plus d'actions pour le climat. Il n'y a pas aussi un danger justement de clivage de plus en plus important? Comment on gère ou comment on maintient le tissu social dans un contexte où des gens sont soit éco-anxieux, il y en a de plus en plus, ou éco-sceptiques? Ça aussi, c'est une question fondamentale, puis ça dépasse un peu l'environnement, ça rentre dans les sociologies, mais il va falloir aussi se poser la question-là. Alain Webster, je ne sais pas si vous êtes content ou pas, ou si vous voulez réagir, mais comment, la question que Laure Varidel et M. Sokona posée, c'est est-ce qu'on peut vraiment allier développement durable et développement économique? On dirait que c'est deux termes qu'on n'arrête pas d'opposer. Vous êtes professeur d'économie, comment... Mais on n'a pas le choix. La question n'est pas de savoir si on peut les concilier, c'est qu'on n'a pas le choix de les concilier. C'est quoi une stratégie de développement durable? C'est de se demander dans la prise de décision, à chaque fois,
quels sont ces impacts dans cette prise de décision? Quels sont les impacts sociaux, environnementaux et économiques? On appelle ça faire de la gestion tout simple. C'est comme ça qu'on devrait travailler constamment. On a eu un focus toujours sur quel impact économique en faisant abstraction de ses conséquences. On n'a plus le choix de faire ça aujourd'hui. Donc, je reviens un petit peu à votre question de tantôt. Quelle est la priorité absolue? Bien, elle va se résumer à travers la science en 4 éléments qui sont des priorités absolues. Le climat change, va continuer à changer. 2030, on va être à 1,5, qu'importe ce qu'on fait. Donc, il faut rapidement s'adapter à cette nouvelle réalité pour limiter les dommages et accroître la résilience de nos sociétés. Première chose. Deuxième chose, on sait que si la température augmente trop, on aura beaucoup de difficultés à s'adapter à cette nouvelle réalité. Donc, il faut, comme Laure le disait, sortir du volet fossile, quitter complètement. Vous l'avez bien mentionné, dans le cas africain, on sera possiblement capable de pouvoir développer ces nouveaux réseaux beaucoup plus efficaces. Dans le cas d'une société comme le Québec, ça demande des modifications significatives. Ben, bonne nouvelle! Pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité parlementaire québécoise à l'échelle internationale, ben, il faut faire un peu ce que cette société a choisi de faire il y a quelques mois, faire des règlements, une loi qui interdit tout ce qui est exploration et exploitation de nouveaux gisements de pétrole ou de gaz. C'est ce que l'Agence internationale nous dit. Première étape, n'en faisons pas plus, sortons du volet financier et commençons à réduire ce volet. Donc, on est dans le volet mitigation de ces émissions de façon importante. Mais qu'est-ce que la science nous dit aussi? Si on ne réussit pas, et là je fais le lien avec votre stratégie en matière de cohésion sociale, si on ne réussit pas à le travailler sur une base d'éthique, ces enjeux-là, de prendre en compte les impacts sociaux dans nos sociétés, une frange importante de la population va décrocher, les personnes qui sont les plus victimes vont devenir les plus sceptiques de ces enjeux et collectivement, on n'y arrivera pas. Donc, il faut réussir à développer quelque chose qui est un peu moins à la mode, mais un vrai projet de société collectif. Et puis, le 4e point, et j'arrête là, rassurez-vous, ben, l'autre élément que la science nous dit, c'est pas que ça vous donne rien de le faire sur votre petit bout de planète que vous gérez comme parlementaire, mais c'est qu'il faut, en plus de le gérer sur votre coin de planète, il faut le développer dans une approche multilatérale parce que ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe en Asie, ce qui se passe en Amérique est tout aussi fondamental. Donc, il faut développer ces stratégies climatiques en se disant qu'il faut développer ces approches multilatérales, il faut contribuer au financement, réduire les impacts, faciliter la transition. Et là, ben, on revient constamment sur comment canaliser l'ensemble de ces flux financiers pour réussir la transition. Ça ne sera pas que de l'argent public, ça sera aussi canaliser un ensemble de financements privés. Vous l'avez bien mentionné, ce n'est pas un problème d'argent, il y en a suffisamment. Ce n'est pas un problème technologique, ces technologies existent. C'est une façon de réussir à consolider l'ensemble de ces enjeux. Et quelqu'un qui est spécialisé dans la diplomatie, je dirais, environnementale ou écologique, c'est Jean Lemire. Comment on fait pour avoir un projet commun? Parce que c'est un peu le gros défi de notre époque, c'est comment on dépasse les clivages dans un contexte où il y a des blocs émergents, il y a de la concurrence entre les États, les relations internationales. On peut faire plein de choses au Québec, on est autour de 8 millions d'habitants, ça aura peu de conséquences à l'échelle du globe. Donc comment est-ce qu'on fait pour coordonner tout ce monde-là? Bien, je pense qu'on continue de miser sur les COP, sur le multilatéralisme, qui a de grandes victoires dans un contexte géopolitique extrêmement difficile en ce moment. La COP 15 en biodiversité, c'est une grande victoire malgré toutes les embûches qu'on a eues pendant les 4 ans de négociations. Je pars demain pour la négociation d'une prochaine convention qui porte sur la pollution par le plastique. C'est, selon moi, une des priorités qu'on doit mettre de l'avant. Et c'est probablement une place où on va pouvoir faire des gains rapides si on se mobilise. Parce qu'on a besoin de petites victoires aussi. Et dans tout ce monde de changement, il y a un principe fondamental, parce qu'on sera dans une période de transition. Inévitablement, ça va changer très, très vite. Et on a une occasion, une opportunité d'amener une notion de transition juste, de ne laisser personne derrière. Parce que ça va aller très, très vite et c'est important de voir, de se donner, je dirais, un statut de citoyen du monde de plus en plus. D'être vraiment à l'écoute des pays qui ont besoin d'aide.
et d'embarquer vraiment tout le monde. Parce que ce ne sera pas que l'argent des gouvernements, parce que ça va en prendre trop. Donc, on a besoin du privé, on a besoin de tout le monde. Et surtout, on a besoin de la science. Parce que, comme on voit à l'international, tout est en train d'avoir une valeur. La nature va avoir une valeur parce qu'elle va participer à la carboneutralité. Donc, qui va faire les standards pour être sûr que ce qu'on calcule en termes de captage va être juste et équitable pour tout le monde? Il faut que ce soit la science. Il faut que la science et le politique travaillent vraiment ensemble dans ces grandes rencontres où le multi a encore une place de choix. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Sur la question du plastique, je me suis toujours demandé pourquoi on ne donne pas de la valeur monétaire au plastique. C'est le principe, en fait, de tous les éléments. Comme on a enlevé de l'équation les transports, comme on a enlevé les coûts réels, évidemment, dans le plastique, c'est la même chose. On devrait tout de suite mettre le prix pour pouvoir s'en débarrasser de façon convenable. Mais ça ne fait pas partie. Ce sont ces externalités qui sont toujours là. Et on le voit, par exemple, dans le climat. La raison pourquoi c'est important de mettre un prix sur le carbone, c'est qu'il faut que tout le monde ait un prix sur le carbone, parce que sinon... Donc, il y a des projets qui se discutent en ce moment pour avoir, par exemple, vraiment une taxe à la frontière, un ajustement carbone. Laure Varidel, vous vouliez intervenir. Comment on finance toutes ces idées-là? À qui on prend cet argent-là? Parce qu'il va falloir de l'argent. Que ce soit par les politiques publiques, il y a des gens qui disent taxer les riches. Est-ce que ça va suffire? Donc, ce serait quoi votre solution à vous pour financer ça? J'ai en tête une image de Mafalda qui regarde la planète Terre puis qui se demande où est passé tout cet argent que les États et les individus n'ont plus. Fait que, il y a une question à se poser, mais des ressources, de la richesse, il y en a en masse. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va nous coûter tellement plus cher. On va être dans un monde tellement différent et pas comme on le souhaite si on n'investit pas maintenant. Donc, il faut évidemment de l'argent privé, et ça, il y en a, on le sait. Je pense que... mais il y a toute la question de la répartition de la richesse, et que ceux qui ont le plus de moyens, qui sont aussi ceux qui ont la plus grande empreinte écologique, soient ceux qui contribuent le plus à soutenir les populations du Sud, qui, elles, ont le moins contribué aux impacts et qui subissent le plus durement les conséquences. On est dans une injustice climatique les plus terribles, à mon avis. Mais j'ai juste envie de revenir sur les solutions, puis sur ce que disait Alain à propos d'un projet de société qui n'est pas juste à l'échelle locale, mais qui devrait être mondial, et de réaliser à quel point faire d'une transition juste et écologique un projet de société serait bénéfique à tout l'ensemble de la société. On voit les indicateurs de santé. La plupart des gestes posés qui sont bons pour l'environnement sont bons pour la santé humaine. Puis on sait, on regarde à quel point notre système de santé craque, à quel point on travaille peu en prévention aussi, alors qu'on pourrait changer nos milieux de vie, changer nos habitudes de vie, et là encore, on contribuerait à une plus petite empreinte. Et je pense qu'il faut que nos élus soient aussi conscients du pouvoir des lobbies. Exemple, en termes de science et impact, l'amiante, les premières données scientifiques qu'on avait datent de 1900. Et ensuite de ça, les premières politiques publiques ont été en 1970. Et après ça, au Canada, on a banni l'amiante seulement en 2018. On avait des données scientifiques probantes pendant très, très longtemps. Donc, c'est pas tout d'avoir les données scientifiques probantes. Il faut, ensuite de ça, avoir le courage politique de réglementer, notamment. C'est la question essentielle, le courage politique. On est dans une politique souvent du court terme. Et aussi, je prends souvent cet exemple-là, Barack Obama ne s'est pas fait élire en disant « no, we can't ». C'était « yes, we can ». C'est très dur d'appliquer une politique du renoncement, tout ce que vous dites implique. Comment on fait pour alerter, ou plutôt convaincre les décideurs que c'est la bonne chose à faire pour leur société, et comment ensuite on vend ce projet-là à la société? C'est pas tout le monde qui va être d'accord pour dire j'arrête de voyager, je ne m'habille pas de la même façon, et on est tous victimes et responsables de tout ce qui est en train d'arriver. Le problème, c'est que les sociétés changent très vite de comportement qu'on ne le pense. Vous savez, j'étais de certains qui étaient sceptiques, qui disaient que ça va prendre du temps. Covid nous a montré que du jour au lendemain, on peut changer le mode de vie. Aucun d'entre nous dans cette salle ici, dans Covid, on n'a pas touché à 10% de notre garde-robe. Ça veut dire que 80%, on n'en a pas besoin. Aucun d'entre nous dans cette salle ici
peut dire que, c'est-à-dire le superflu de consommation, il y a pas mal de superflu de consommation pendant la période de Covid, on n'en a pas touché. J'ai jamais senti, j'ai vécu pendant 7 ans à Genève, j'étais à Genève quand il y avait la période de Covid, j'ai jamais senti autant de solidarité pendant la période de Covid. Pourtant, c'était des voisins avec qui on ne se parlait pas. Mais Covid a permis un rapprochement, c'est-à-dire d'aller au-delà de ce que d'autres types de relations, mais beaucoup plus de relations solidaires. C'est-à-dire les problèmes que l'on vit, les questions du climat nous interpellent beaucoup plus à plus de solidarité, à un mode de changement de comportement, à avoir une autre attitude par rapport à la vie, et on aura la possibilité de le faire que quand nos programmes de formation, d'information, d'éducation, de sensibilisation sont de manière continue. Ce n'est pas du tout l'opportunité de genre de colloque, d'avoir un échange avec, il faut qu'on ait de manière continue et que les gens ils sentent que c'est notre avenir, que c'est notre présent, que c'est l'avenir de nos enfants et que c'est ce qu'on a en main, on a entre nos mains. La décision nous appartient collectivement et individuellement. Et on a la possibilité de changer le cours des choses s'il y a une volonté politique. C'est-à-dire rien ne peut se faire si la volonté politique vient avec un leadership. Malheureusement, au plan international, on manque de leadership globalement à l'heure actuelle. Il faut qu'un leadership fort soit affirmé. Et il faut également qu'on a la possibilité d'avoir beaucoup plus une innovation institutionnelle. Parce que les types d'institutions, les types de structures au travers lesquelles on prend des décisions ne sont plus adéquats pour prendre à bras le corps le type de problème auquel on est confronté. Merci, M. Sokona. Bon, on va prendre vos questions. Je vois qu'il y a quelqu'un qui est déjà préparé à poser une question. On vous écoute, monsieur. J'étais professeur en financement et politique d'éducation à l'Université du Québec à Rimouski, au campus de Lévis. J'ai eu le privilège aussi de travailler à l'intérieur du gouvernement, de plusieurs gouvernements au cours des dernières années. Ma question, c'est dans les priorités que vous avez identifiées, j'ai pas aujourd'hui, on n'a pas de jeunes mineurs non-votants. Moi, depuis un certain temps, je donne mon vote à ma fille parce que je considère qu'elle a plus à perdre dans la suite des choses que beaucoup de personnes ici dans la salle. Et ma question, c'est est-ce que vous ne pensez pas, parce qu'elle travaille notamment, elle vous a rencontré, Mme Veridel, récemment, là, elle a adoré de vous rencontrer, ça a été une illumination. Alors, elle est très engagée pour faire changer notamment le curriculum de formation scientifique, pour le revoir, pour inclure davantage d'éléments sur les enjeux environnementaux. Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait une des priorités à mettre de l'avant? Revoir les curriculums de formation du préscolaire jusqu'à la fin du secondaire. Dans la série d'éléments à mettre en place, si on pose l'hypothèse que peut-être que les gestes qu'on va poser vont avoir très rapidement des effets pertinents puis probants pour la suite de nos vies, mais très honnêtement, on a de la misère à convenir d'un certain nombre de choses très simples. Et compte tenu que présentement, les formations dans le domaine sont insuffisantes, on peut penser que dans 10 ans ou dans 15 ans, les adultes qui vont être là vont aussi avoir de la difficulté à convenir des enjeux qui sont prioritaires entre eux. Et d'intervenir plus tôt serait probablement une des stratégies les plus efficaces. J'ai été aussi à l'Office for Climate Education l'année dernière. Il y a beaucoup d'initiatives un peu partout dans le monde qui essaiment, mais le nœud reste pour moi entier. C'est la transformation à l'intérieur même des parcours de formation, et ça passe nécessairement par les décideurs politiques. Est-ce que votre question, c'était de savoir si les jeunes doivent prendre le pouvoir puis casser la baraque? Hein? Non, bien sûr, je vous ai donné ma réponse. Okay. Mais ma question, c'est davantage dans la liste des priorités. Ce bout-là, je ne l'ai pas entendu. À la fin, M. Sokona, vous l'avez évoqué là, de façon plus explicite quand vous parliez de la continuité, de la formation, de la diffusion, mais j'aimerais ça vous entendre sur cette question-là. Est-ce que vous ne pensez pas que ça devrait être la priorité à l'heure actuelle? Il y a l'article 6 de la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques qui est explicite là-dessus. Malheureusement, c'est-à-dire dès que la Convention a été adoptée, j'étais parmi certains qui ont tout fait pour pousser cet article. Malheureusement, ça a été rejeté. C'est-à-dire c'est l'information, la formation et la sensibilisation de manière continue. Imaginez si, dès que la Convention avait été adoptée, qu'on intégrait dans les curricula depuis la maternelle jusqu'aux universités et que de manière continue, les médias donnaient une information sur les questions, on n'en serait pas où on est aujourd'hui sur la question.
Jean Lemierre, Alain Webster. J'ai passé, dans mon autre vie, j'ai passé ma vie à faire des programmes éducatifs parce que pour moi, c'est l'essence même de ce que l'on doit faire. Je ne serais pas là, de toute façon, aujourd'hui, si je n'étais pas propulsé par l'énergie des jeunes, vraiment. On a besoin d'eux. On a besoin de leur faire de la place aussi. Ouais. Moi, s'il y a quelqu'un qui veut prendre mon poste là, dans les jeunes, c'est le temps. Non, mais sérieusement, je pense que au cœur de tout ça, c'est beaucoup une question d'éducation. Bien sûr, mais les jeunes, on voit, il y a véritablement un changement de paradigme, en tout cas par rapport aux anciennes générations. Mais quand on voit Greta Thunberg se faire applaudir à Davos par les plus riches et les plus puissants, on se demande, est-ce qu'on est en train d'utiliser cette jeunesse pour se donner une bonne image? Est-ce qu'on travaille vraiment avec? Alain Webster, vous vouliez réagir là-dessus? Bien, merci de ta question, parce que moi aussi, dans ma vie antérieure, cette question-là m'a intéressé passionnément. Et on a eu personnellement plusieurs discussions. J'ai été vice-recteur au développement durable, aux finances, aux relations gouvernementales pendant une bonne décennie de ma petite université. Et au cœur de ça, il y avait la question comment intégrer ces enjeux dans notre structure universitaire. Donc, ça me semble fondamental. Sinon, j'enseignerais pas l'économie de l'environnement depuis plus de 30 ans. Donc, oui, c'est essentiel. Mais je vais faire un oui, mais. C'est essentiel pour que, dans ce volet éducation, sensibilisation, information, on puisse comprendre ces enjeux, on puisse accepter ces approches en matière réglementaire, accepter ces matières de tarification carbone, donc accepter cette transition, la supporter, l'appuyer. C'est essentiel. Mais en même temps, s'il faut former ces jeunes du primaire à ces enjeux pour qu'ils comprennent ces approches lorsqu'ils vont devenir des adultes et les prochains décideurs, il ne faut surtout pas attendre qu'ils deviennent eux-mêmes les prochains décideurs, parce qu'on n'a pas le temps d'attendre. Fait que oui, il faut faire cette intégration de ces stratégies climatiques. J'irai plus large. Il faut intégrer ces enjeux que constitue l'ensemble des ODD dans ces curriculums pour leur faire comprendre le maillage entre ces enjeux climatiques, ces enjeux de biodiversité, ces enjeux sociaux, ces approches en matière de développement, ces enjeux en matière de santé. Donc, leur donner une vision globale de ces approches. Et ça, c'est essentiel. Mais il ne faut surtout pas qu'on se dise « attendons les prochains qui seront formés et éduqués pour qu'ils prennent, eux, la bonne décision ». On n'a pas le temps. Donc, il faut absolument, en même temps, faire ces enjeux en matière de transition. Ma réponse a été couverte par les réponses de mes collègues, mais c'est sûr que pour moi, l'éducation relative à l'environnement, l'éco-citoyenneté est fondamentale. Il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus. Il y a une coalition qui a été créée avec Lucie Sauvé, qui est un de nos fleurons en éducation relative à l'environnement au Québec, pour justement essayer d'insuffler dans les programmes au Québec. Je sais qu'ailleurs, dans la francophonie aussi, il y a des alliances qui sont faites pour essayer d'en faire encore plus. Parce que quand on pense à l'importance de changer de paradigme, bien, ça passe par l'éducation, ça passe par la culture, ça passe par tous les créneaux qui influencent notre manière de voir le monde et d'y être, d'y vivre. Mm-hmm. Je vais vous encourager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, monsieur. Je vous voyais lever la main. Ah, voilà. C'est derrière vous, mais il y a un monsieur qui s'est levé avant vous. Juste après, on pourra prendre votre question. Oui. Philippe Gachon, professeur d'hydroclimatologie à l'UQAM, directeur du réseau Inondation Intersectorielle du Québec, financé par les FRQ. Merci pour votre présence. Merci Laure, tu me manques beaucoup avec ton sourire, des idées. Merci Alain, parce que tout ce que tu fais aussi, c'est aussi pour... non seulement le travail que vous faites évidemment avec le Parlement est fondamental. Merci aussi à Jean, parce que ça prend du courage aussi pour passer de la science, de la communication au monde politique. Et merci aussi à M. Soconal. Tout le travail que vous faites au GIEC est fondamental. Et aux journalistes, fondamental. Et le travail que vous faites est essentiel. Alors, je vais rebondir sur la question qui vient d'être posée à propos de la sensibilisation et l'éducation. Alors, je pourrais partir avec une liste d'épiceries, par exemple, qui est une formation obligatoire, un cours obligatoire pour tout député à l'Assemblée nationale qui veut se présenter en politique sur l'environnement et le changement climatique. Ça peut être très simple, ça, à faire. Ça peut être aussi créer un fonds générationnel, il y en a un, pour payer la dette. On doit avoir un fonds des générations, notamment pour payer l'adaptation au changement climatique. Tu as parlé des jeunes, on parle beaucoup des jeunes. Je m'adresse maintenant aux journalistes, mais je pense que ça va faire rebondir certainement nos collègues. On a un rôle fondamental à jouer, nous les scientifiques, pour parler évidemment, et j'espère que cet exercice-là va se reproduire. Mais les médias,
ont un rôle fondamental. Évidemment, Rémi nous l'a rappelé à propos de la désinformation, mais de mettre en onde des débats en général réguliers. Je reviens de 2 mois en Europe, je peux vous dire que le changement climatique, on en parle 2 fois par jour à France Inter et 4 fois par jour dans les médias. Peu importe d'ailleurs les stations. Les médias, d'ailleurs, je parlais l'autre jour avec des collègues à Radio-Canada qui me disaient à quel point ils ont la difficulté à faire des balados qui ensuite vont être vendus à Radio-Canada sur le grand public, évidemment, pour qu'on parle de ces enjeux-là. Mais il y a un enjeu de sensibilisation et d'éducation. L'ignorance, l'inaction, la bêtise et le déni nous tueront tous. Donc, les médias, vous avez un rôle extrêmement important à jouer, vous faites très bien votre travail à Radio-Canada, mais comment justement faire en sorte que ce débat, l'appropriation notamment chez les jeunes, puisse se faire sur une base régulière ici au Québec et au sein de la francophonie, parce qu'il y a des choses aussi qu'on peut faire évidemment en collaboration avec nos collègues francophones. Merci. J'aimerais juste préciser que je ne travaille pas pour Radio-Canada, que je suis journaliste pigiste et que je ne sais pas de quoi demain sera fait, tout comme l'environnement. Mais je comprends tout à fait ce que vous voulez dire. Et oui, les médias ont un gros rôle à jouer. Et c'est toujours étonnant de voir que j'ai animé une émission de débat à Télé-Québec et c'était très dur de vendre la question de l'environnement parce qu'on disait que ça n'intéresse personne. Or, ça intéresse tout le monde, mais on a l'impression qu'on a la difficulté à vendre ce message-là dans les grands médias. Monsieur Sekona. Il y a quand même, ceci me paraît important, mais il y a quand même un travail de fond qu'il faut pour les médias, qu'il faut qu'ils évoluent. Parce que les médias sont encore accrochés aux catastrophes. Chaque fois qu'on m'appelle pour une interview, c'est essayer d'évoquer qu'il y a un problème. Mais moi, j'essaie de les amener sur le terrain qu'en fait, on a des éléments de réponse, mais ça n'intéresse pas les médias. Ce qui les intéresse, c'est de dire que, une fois, on m'a dit, il y a une sécheresse en Australie, on veut comparer avec ce qui se passe au Sahel. Je dis non, il n'y a pas de sécheresse actuellement au Sahel. Si, il doit y avoir une sécheresse au Sahel. Ça, c'est les médias qui essayent d'amener uniquement sur le terrain d'impact catastrophique et beaucoup moins sur les perspectives de solutions. Parce que on essaye beaucoup plus d'effrayer que d'attirer les gens dans l'action. C'est bien ça, vous devenez optimiste là, en vous disant il faut pousser j'ai toujours été optimiste. Si je n'étais pas optimiste, je n'allais pas rester aussi longtemps dans le GIEC. Moi, je suis peut-être naïf, mais je pense que c'est la nature des médias d'être sur les catastrophes et ce n'est pas une bonne chose. Malheureusement, c'est un constat. Alors, madame et monsieur, ensuite, vous vouliez aussi vous poser votre question, vous pourrez vous lever. Oui. Moi, je suis journaliste, donc Valérie Borde, journaliste scientifique à l'actualité. Alors moi, il y a une constante dans tous les événements où je vais, c'est que ça finit toujours par être la faute aux médias. Il y a quelque chose qui m'énerve un petit peu, parce que je ne pense pas que les journalistes soient plus imbéciles que les scientifiques, par exemple, ou que n'importe qui d'autre, ou que les politiciens. Il faut bien réaliser c'est quoi le ressort des médias. Les médias parlent de ce que les gens veulent entendre. Si les gens ne veulent pas entendre parler du climat, on ne parle pas du climat, parce qu'il faut qu'on vive, c'est pas des organismes à but non lucratif, les médias. Le problème, c'est de faire arriver le climat dans l'actualité. Le climat, il arrive dans l'actualité par le biais des catastrophes. Les médias parlent des catastrophes et nous, les journalistes scientifiques, on essaye de se greffer à ça parce que moi, j'aimerais ça faire toutes mes couvertures du magazine sur le climat, mais il faut qu'on le vende, puis personne ne l'achètera. Par contre, les politiciens, on couvre leurs activités en long, en large et en travers dans les médias. Le journalisme politique, c'est la moitié des médias. Un gros autre morceau, c'est le journalisme sportif. Qu'est-ce qu'ils font, les politiques et les sportifs, pour que le climat soit dans l'actualité? C'est la vraie question qu'il faut se poser. Et je ne veux pas enlever ma responsabilité comme journaliste, mais je voudrais qu'on arrête d'accuser systématiquement les médias pour se tourner vers les gens qui ont un engagement de service public, qui le font avec toute la bonne volonté du monde, je suis persuadée dans la plupart des cas, mais dont le travail, dont la responsabilité est de faire émerger les vraies problématiques et de s'y attaquer, parce que comme vous disiez tout à l'heure, c'est eux qui ont le plus gros pouvoir. Le pouvoir des médias est certes important pour essayer de faire remonter les choses, mais on fait ce qu'on peut, mais ce n'est pas juste la faute des médias. Mais voilà, merci pour cette question et de l'avoir précisé. Effectivement, à qui incombe cette responsabilité-là de mettre ça à l'avant-plan de l'agenda chez les citoyens? Parce que même si les médias essayent, que les politiciens ne suivent pas,
À qui revient cette responsabilité-là? Mais je veux dire, c'est à tout le monde la responsabilité. C'est la poule et l'œuf. Puis je pense qu'il faut arrêter d'attendre comme le super-héros, soit le politicien, soit le militant, soit le scientifique qui va venir appuyer sur le bouton magique puis qui va tout régler. Il faut qu'on réalise en fait qu'on a un super-héros en chacun de nous qu'il faut réveiller et pousser à agir et prendre la parole quand on voit des choses qui doivent être dénoncées sur le plan environnemental autant que la justice sociale. C'est aussi ça un peu de déni. C'est pas juste ce qu'on fait pour l'environnement, mais tout ce qu'on fait pas participe à ce déni-là. Puis moi, j'invite les scientifiques aussi à prendre plus d'espace dans les médias. Puis c'est pas facile, je le sais. Moi, j'ai une chronique d'opinion dans le Journal de Montréal et chaque semaine, je reçois des tomates pourries à profusion, puis je me fais dire que je sais pas de quoi je parle en tout cas, bref. Fait que oui, toute la question de la désinformation est extrêmement puissante, mais c'est en construisant, c'est pas en s'en allant toujours plus loin dans nos petites tours séparées, dans nos petits silos séparés qu'on va travailler à des solutions. Je pense qu'il faut créer des espaces. Je pense que les initiatives qui en ce moment, la journée d'aujourd'hui, fait partie de ce processus-là, mais il faut du dialogue, de la discussion, puis il faut aussi effectivement être présent dans des médias où des gens qui sont encore climato-sceptiques, parce qu'il y en a, puissent être exposés à l'urgence d'agir et se sentent interpellés aussi concrètement comme citoyens, comme humains. Il y a l'éco-scepticisme et l'éco-anxiété aussi qui est un gros problème. Très rapidement, dans ce lien science et politique, là, revenons sur les rapports du GIEC ou sur la COP 15. Les avancées qu'on réussit à faire, c'est parce que, justement, on monopolise l'actualité à travers la publication d'un Xème rapport du GIEC ou parce que c'est la COP 15 à Montréal. Et là, le focus médiatique est mis sur cet événement. Quelques jours, passés souvent, mais durant ces quelques jours, ça permet, je ne sais pas si j'ai le bon terme, moi je ne suis pas politicien, mais d'augmenter un petit peu la pression là, sur ces décideurs publics et se dire, je fais quoi là? Je suis interpellé, j'aurai un micro sous le nez et je devrais répondre. Et on l'a bien vu dans beaucoup de ces situations. J'arrime un discours politique avec ces événements associés à des thématiques scientifiques diffusées par les médias. Et donc, on utilise les médias d'un point de vue scientifique pour faciliter ce transfert parce qu'il y a un appui de l'ensemble de la population sur ces enjeux et mettre une pression un peu plus grande sur le milieu politique pour amener une décision. On a vu des avancées sur la COP 15 au Québec sur ces enjeux. Ça a été le cas dans plusieurs États. Après, des fois, tu vois des reculs, là, en regardant l'Ontario. Mais je ne ferai pas de politique ici. Mais dans ces enjeux, il y a quelque chose d'essentiel. Comment on utilise les médias pour pouvoir, justement, mieux penser ces messages scientifiques et espérer avoir une réponse politique parce que, soudainement, ça devient plus d'actualité. Parce que, comme parlementaire, vous êtes confronté à d'innombrables dossiers simultanément qui ont tous l'air plus urgents l'un que l'autre. Donc, comment ramener la question climatique au cœur de l'actualité? Ça ne va pas se faire sans les médias. Et la question de l'image dans le lumière, rapidement, pour qu'on prenne la question du monsieur. Il vient de révéler un grand secret de fonctionnement de l'État. C'est vrai que plus il y a de la pression du public, vraiment, et plus on réussit à faire avancer des dossiers très, très importants. Donc, oui, c'est sûr que les médias s'intéressent à l'actualité, donc plus le public manifeste ou plus le public s'exprime, plus les médias suivent et plus c'est facile pour nous de faire avancer certains dossiers. Mais c'est des secrets politiques qu'on ne révélera pas. L'absence d'images frappantes aussi pour illustrer une crise comme celle du climat, c'est aussi un gros problème pour le relais dans les médias. Monsieur, vous vouliez poser une question? Le micro est juste derrière vous. Voilà, merci. Je ne sais pas si c'est une question ou c'est juste peut-être pour donner un point de vue. Je viens d'un pays, le Cameroun, qui est copropriétaire du bassin du Congo et donc qui est, je crois, la deuxième plus importante forêt au monde après l'Amazonie. Et je crois qu'en matière de tourbière, par exemple, est le point le plus important pour la séquestration de carbone au monde. Et je suis député dans ce pays et je pense que M. Sokona, j'espère que j'ai bien prononcé, l'a
très très bien dit. Nous voyons les effets du changement climatique chez nous en Afrique tous les jours. Nous le vivons au quotidien, mais c'est quelque chose en tant que politique que nous ne pouvons pas vendre. Parce que, vous voyez, 2/3 de l'humanité encore tout en bas de la pyramide de Maslow. Je suis ici depuis 2 jours. J'ai eu la chance de visiter les projets de développement durable de la ville de Québec, des projets fantastiques. Mais je me suis retourné lors de ces visites vers mes collègues africains et j'ai dit, est-ce qu'on pourrait faire ça chez nous? Ils ont tous été d'accord avec moi, on ne peut pas le faire. Parce que, voyez-vous, faire une rue, rendre une rue plus résiliente, plus adaptée, avec 35 millions de dollars, c'est le budget de ma ville qui a 4 millions d'habitants. Donc, quand on vient d'un pays et d'une région où l'avenir des populations qui vivent, et c'est la grande majorité qui vivent avec moins de 2 dollars par jour, quand leur avenir, c'est de savoir ce qu'ils vont manger demain matin, c'est très très difficile. Et j'aimerais partager ici ce qu'on a vécu à l'Assemblée nationale, par exemple. Avec Covid, on est allé, et d'ailleurs c'était un des thèmes qu'on avait avec l'APF ces 2 derniers jours, on est allé vers la sécurité alimentaire et l'autosuffisance alimentaire. Et malheureusement, cela veut dire qu'il faut déforester. Et subitement, nous avons eu des cris venant de l'Union européenne en disant vous êtes en train de couper la moitié de la forêt du bassin de Congo. Et on a répondu, mais on n'arrivait plus à importer avec ce qui se passe en Ukraine. Les gens sont en train de crever. Et on a demandé aux gens de planter. Mais les gens ne peuvent pas planter sur du bitume, ils doivent planter là où aujourd'hui il y a de la forêt. Donc, ce que j'essaie juste de partager, c'est qu'il y a une grande partie de l'humanité qui est en décalage complet des discussions de l'Occident sur tout ce qui a trait au climat. Je ne suis pas sceptique du tout, je suis optimiste, peut-être un tout petit peu naïf aussi, mais optimiste quand même, parce que j'anime même le Répar au niveau de notre Assemblée nationale, qui est un regroupement sous-régional de tous les députés, c'est une sorte de plateforme qui se bat pour la question du climat et de la conservation de notre forêt. Mais j'aimerais dire qu'il faut adapter le message aussi, et d'ailleurs j'invite la communauté de la recherche, des scientifiques, d'adapter le message à 2/3 de l'humanité qui ne se sent pas concernés. Parce que d'un côté, on se fait cogner dessus parce qu'on suppose qu'il y a une sorte d'injustice climatique qu'on ne respecte pas. Ce sont ceux qui ont pollué qui nous demandent aujourd'hui d'arrêter de polluer. Et de l'autre côté, on a des besoins urgents auxquels il faut répondre et qui, malheureusement, ne sont pas du tout adaptés à tout ce qu'on attendrait aujourd'hui du développement durable. Donc je sais que c'est problématique, je sais qu'il y a des solutions, mais je peux vous garantir que les financements nécessaires pour faire exactement ce que M. Sokona disait n'arrivent pas vers nos pays. Nous avons essayé, je suis moi-même vice-président de la Commission de finances nationales, nous avons essayé, et c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de lever des fonds pour développer des industries qui ne sont pas propres, plutôt que de lever des fonds sur le marché international pour des industries propres. Merci pour cette mise au point, parce que c'est essentiel dans tout ce débat-là. Merci beaucoup. Le Cameroun, l'Afrique en miniature, magnifique. Il faut quand même dire qu'il y a beaucoup d'initiatives en Afrique qui sont souvent issues de la population civile et qu'elles sont très peu encadrées ou encouragées par les politiques publiques. Ça, c'est l'autre revers de la médaille. On achève cette discussion. Il y avait une dernière question de madame ici, puis après, on va remercier tous les panélistes qui étaient présents. Bonjour à tous. Donc, Agnès Carrel, je suis députée française, Seine-Maritime. Juste, dans un premier temps, parler de nos expériences françaises et de la décarbonation. Déjà, je fais partie, effectivement, en tant que membre de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et hier, effectivement, on a beaucoup débattu et travaillé et réfléchi, et entre autres convenu qu'il n'y avait pas qu'une solution unique dans la décarbonation. Entre autres, je m'en vais vers ce domaine qui intéresse beaucoup la France sur les énergies renouvelables. Et on a beaucoup travaillé, réfléchi à travers même une future résolution.
En France, on a adopté, là, sur cette dernière législature, une façon de faire qui va consacrer de manière transversale 5% de chacun des budgets des ministères. Et c'est une vision qui va contraindre énormément nos ministres et nous, les parlementaires, parce qu'effectivement, du coup, il va y avoir une vraie réflexion de fond. Chaque 5% de chaque ministère va aller vers la transition. Chacun, à sa façon, va aller travailler et réfléchir à des solutions externes qui vont pouvoir améliorer et aller dans le sens de la décarbonation, etc. Ça, c'est une petite chose que je voulais ajouter par rapport à tout ce qui a été dit pour l'instant. Moi, j'emmenais nos conférenciers ici présents vers une réflexion un peu reliée aux médias, reliée à l'éducation, à l'information, à la communication, vers nos jeunes, que je vois souvent parler de... Alors, nous, on l'a déterminé comme ça. Nous, adultes, on parle maintenant d'éco-anxiété. Eux ne le formalisent pas du tout comme ça. Eux, alors je vais me permettre d'être un petit peu leur porte-parole, même si ce n'est plus ma génération. Mais les petits, tout jeunes trentenaires, même un petit peu moins, nous disent que nous ne ferons pas d'enfants sur cette planète. Et c'est quelque chose que... Voilà, je suis plus dans l'interpellation, hein, mais je veux bien votre regard. Et peut-être êtes-vous porteur aussi de conseils pour répondre à ces jeunes. Nous ne ferons pas d'enfants sur cette planète dans ces conditions. Et il y a une éco-anxiété, particulièrement chez les ados, qui tous les jours reçoivent, par le biais de nos médias, qui font un bon boulot d'information, etc. Aujourd'hui, quand on allume la télé, eh bien, la télé, les écrans, etc., on voit défiler des images qui sont très anxiogènes. Que faisons-nous et que pouvons-nous faire, peut-être, et c'est là où je vous interroge, le retour que vous auriez d'infos à nous donner pour cette vision-là apportée à nos jeunes. Merci beaucoup. Faire ou ne pas faire des enfants, question essentielle, en étude. Moi, je pense que la question est pas... ce que vous dites m'interpelle beaucoup parce que le mouvement Mères au front, qui aujourd'hui regroupe en fait plus de 8000 mères, mamans partout à travers le Québec, est né de cette éco-anxiété-là que moi, j'aime mieux traduire en éco-lucidité, parce que je trouve que quand on utilise le terme éco-anxiété, c'est un petit peu comme si on rapportait à la sphère privée une émotion qui est en fait provoquée par un problème social, qui est un constat scientifique qui est clair et évident. Donc, c'est un bon réflexe de sentir de l'inquiétude parce que c'est ce qui devrait nous pousser à l'action et à une action qui est collective. Et je dirais que le meilleur antidote à cette éco-lucidité-là, c'est l'engagement collectif. Et c'est ce qui rapporte le plus aussi pour être en mode solution. Donc, je pense qu'on doit aussi recadrer les choses et c'est un phénomène qu'on voit ici très, très clairement aussi chez nos jeunes. Alors, très rapidement, parce que là, on va couper les lumières dans quelques secondes. Mais je pense... Elle les fiche. Et cette lucidité ne le veut pas forcément. Non pas parce qu'ils ne la veulent pas, mais parce que cette anxiété, elle les gangrène. Absolument. Mais ils ont besoin de voir de la part de nos décideurs des vraies préoccupations, un vrai engagement de la part de leurs parents, de leurs grands-parents, de toute la société qui se préoccupent de leur intérêt à eux parce qu'ils voient bien on s'en va vers un monde qui est invivable si aujourd'hui on n'a pas le courage de prendre des décisions qui s'imposent pour réduire drastiquement notre empreinte écologique. Et ça, c'est plus que de la technologie, comme on a pu le dire. En tout cas, merci beaucoup pour vos questions, merci pour votre attention, merci d'avoir été là. Moi, ce que je remarque, c'est qu'on est tous d'accord sur ce qui se passe sur la planète, mais qu'on a beaucoup de défis au niveau de qui est responsable, qui doit faire quoi, etc. Donc, comme on dit, plus le défi est grand, plus la victoire est belle. En tout cas, espérons-le. Merci à l'Assemblée nationale, M. Quirion, Mme Roy, toutes les personnes qui ont organisé, Laure Varidel, Alain Webster, Jean Lemire, Yuba Sokona. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir participé à cette discussion. Thank you.